Bonsoir, bienvenue à cette toute première remise virtuelle du prix de la traduction John Glasgow. Je m'appelle Bilal Hashmi et suis président de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada. I would like to take this moment to extend my congratulations to the finalists of the 36th edition of this very special prize, named in honor of translator and poet John Glasgow, and established by the Literary Translators Association of Canada in 1982 to recognize the exceptional achievement of a first book-length translation. Please sit back and enjoy the exciting program we have prepared for you this evening. Conformément à la tradition, nous aimerions maintenant prendre quelques petits instants pour souligner les distinctions décernées à nos collègues au cours de la dernière année. So please join us in honoring and celebrating the hard-earned achievements of the incredibly talented Canadian literary translators working today. In 10 captivating, unnerving stories, Flowers of Mold presents a range of ordinary individuals, male and female, young and old, who have found themselves left behind by an increasingly urbanized and fragmented world. The latest in the trend of brilliant female Korean authors to appear in English, Ha's novel, translated by Janet Hong, cuts like a surgeon, and even the most mundane objects become menacing and unfamiliar under her scalpel. No ordinary zombie novel, Désafi by Franck Etienne, originally published in 1975, is the first novel to be written and published in Haitian Creole. With The Walking Dead and bloody cockfights, the Désafi of the title, as cultural metaphors for Haitian existence, Franck Etienne's novel is ultimately a powerful allegory of political and social liberation. A captivating blend of magical realism, scathing political satire, tender comedy, and literary experimentation, Transparent City, translated from Portuguese by Stephen Hennigan, offers a gripping and joyful portrait of urban Africa quite unlike any before yet published in English.
The farm illuminates the vicissitudes of a family and of a people through the voices of three siblings who recount their hopes and fears as they struggle to live among guerrilla fighters, soldiers, and drug lords. Maclean's masterful translation of this intimate and transgressive novel helps to confirm Hector Abad as one of the great writers of Latin American literature today. The language of Die, My Love by Ariana Harwitz cuts deep even as it attains a kind of cinematic splendor, evoking the likes of John Cassavetes, David Lynch, Lars von Trier, and John Ford. Translated from the Spanish by Sarah Moses and Carolina Orloff, Die, My Love was also longlisted for the 2018 Man Booker International and shortlisted for the 2018 Republic of Consciousness Prize. Dans les 14 nouvelles de Solitude, Paige Cooper nous précipite autant dans la science-fiction, autant dans le fantastique. Et, avec sa traduction vers le français, Catherine Egault y insuffle un souffle merveilleux, nous permettant de nous immerger complètement dans l'œuvre. Un étrange et fascinant recueil de nouvelles ancré dans un Montréal où français et anglais s'affrontent, se mêlent et se fracassent l'un à l'autre. Ces fragments fulgurants du quotidien que l'autrice Melissa Bull et le traducteur Benoît Laflamme savent bien évoquer grâce à des descriptions précises et vives sont à la fois banales et teintées d'étrangeté. Compiled and edited by Goldie Morgenthaler, Confessions of a Yiddish Writer and Other Essays by Chava Rosenfarb offers 13 personal and literary essays, ranging from autobiographical accounts of her childhood and experiences before and during the Holocaust, to literary criticism that discusses the work of other Jewish writers, and 2 travelogues describing trips to Australia and to Prague. Empruntant au roman d'aventure comme au conte philosophique, le Yiddish à l'usage des pirates est un livre déjanté où l'humour juif et le parler yiddish se marient à la langue fleurie des pirates. Et tout cela, fort heureusement, nous est rendu dans une traduction au scalpel de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, un petit tour de force qui parvient à rendre une grande partie de la richesse et de l'exubérance langagière du roman de Barwin. Jeux de mots, blagues, expressions en yiddish. Synapses depicts a vast society of differing psyches, all unique, idiosyncratic, and interconnected. Strauss's translation of Simon Brousseau's beautifully crafted literary snapshots, each written in a single, stylistically accomplished sentence and featuring a different character, will linger with readers. The perfect complement to the exquisitely wrought novels Rue and Man, which were also translated by Miss Fishman, Canada Reads winner Kim Thuy returns with V, a novel that explores the lives, loves, and struggles of Vietnamese refugees as they reinvent themselves in new lands. Congratulations to Miss Fishman on another tour de force translation. Avec Pileur de rêve, traduit de l'anglais par Madeleine Stratford, Chérie d'Imaline crée un monde dystopique aussi lugubre qu'inquiétant qui nous est pourtant pas complètement étranger. Elle parvient à tisser des liens troublants entre cet univers fictif et le monde dans lequel nous vivons, présentant une allégorie puissante du colonialisme en Amérique du Nord. 11 jours en septembre, traduit de l'anglais par Sophie Voyot, nous offre un portrait inattendu du célèbre général Wolfe en spectre surgi du passé. Se déroulant à Montréal, ce roman raconte l'histoire de Jimmy Blanchard, un mystérieux sans-abri qui se croit la réincarnation du général britannique James Wolfe. In this sweeping new drama from the prolific Wadji Mouad, the Israeli-Palestinian conflict hits close to home as a straight-laced family is forced to confront everything they know about their identities. Weaving together multiple languages and divergent worlds of experience, this powerful contemporary drama probes to the very heart of who we are, or think we are. Dans cette saga d'une humanité renversante, Madeleine Thienne dépeint la Chine des années 30 jusqu'au nouveau millénaire. Elle raconte aussi l'injuste silence autour des disparus, la résilience, la force de la mémoire, le pouvoir de la musique et de l'écriture. Roman total d'une minutie presque irréelle, Nous qui n'étions rien pose avec compassion une question à jamais pertinente. Qu'est-ce qu'une société juste? I'm nobody. Who are you?
Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. How dreary to be somebody. How public, like a frog. To tell one's name, the livelong June, to an admiring bog. Je suis personne. Qui êtes-vous? Êtes-vous personne aussi? Donc, nous faisons la paire. Chut, on l'annoncerait, tu sais. Que c'est pénible d'être quelqu'un. Que c'est commun, comme une grenouille, de dire son nom au long de juin, au marais qui admire. This evening, we're pleased to welcome Charlotte Melançon as an honorary member of the Literary Translators Association of Canada. She joins such illustrious translators as Hugh Hazelton, Linda Gaborio, Robert Paquin, Sheila Fishman, and Patricia Claxton, to name but a few, noted for their contributions both to literature and to the association itself. Charlotte Melançon a fait des études de lettres à Montréal et à Tours. Elle a travaillé pour la TTLC pendant 11 ans, d'abord comme secrétaire, ensuite comme présidente. Elle dit que ce travail n'a pas été un devoir, mais un bonheur. Elle a servi comme présidente de la TTLC de 1997 à 1999. En 1989, Charlotte a gagné le prix Glasgow pour Shakespeare et son théâtre de Northrop Frye, sa traduction de Northrop Frye en Shakespeare. Elle a présidé le jury du prix Glasgow pendant plusieurs années. En 1990, avec son conjoint Robert Melançon, Charlotte Melançon a gagné le prix du gouverneur général pour la traduction du roman de A.M. Klein, The Second Scroll, le second rouleau, un livre qui emprunte à l'épopée, à l'essai philosophique, à la poésie, au théâtre, à la prière et à l'autobiographie. Charlotte a gagné le prix du gouverneur général une deuxième fois en 1998 pour Les sources du moi, la formation de l'identité moderne de Charles Taylor, a translation of Sources of Self. But in addition to these two Gigi's, Charlotte made her reputation through her masterful translations of Emily Dickinson, the nun of Amherst, Massachusetts, who dressed only in white and lived from 1830 to 1886. Je cite un article d'Hélène Buzlin dans Le métier du double. L'histoire de la rencontre de Melançon avec l'œuvre de Dickinson commence par un voyage de vacances dans le Maine en 1979. Depuis le premier jour, la pluie n'a pas cessé de tomber et la réserve de livres choisie avec soin au départ de Montréal est épuisée. Melançon entre dans la petite librairie de Kennebunkport et choisit, entre autres, une édition de poche des poèmes d'Emily Dickinson. Quelques mois plus tard, à Montréal, elle ressort le recueil et entreprend d'en traduire quelques poèmes pour son seul plaisir, sans même songer à publier. La traductrice se rend compte que l'œuvre offre trop de résistance pour pouvoir continuer à l'aveuglette. Elle entreprend alors un travail de fond, se plonge dans l'univers de Emily Dickinson, une démarche qui prendra environ 20 ans de lecture assidue. En lisant Jane Austen, George Eliot, the Bronte sisters, Dickens, James, Emerson, Thoreau, Hawthorne, Melville, Whitman, sans compter Audubon, Olmsted et Tocqueville. Elle voyage à Amherst, le village natal d'Emily Dickinson. Elle visite le homestead, l'église paroissiale, le cimetière et surtout la chambre dans laquelle la poète s'était isolée. En retournant à Montréal, Melançon déconstruit les poèmes et en répertoire les différentes espèces d'oiseaux et de fleurs qui y sont évoquées. L'année 1986 marque le 100e anniversaire de la mort de Dickinson. Pour cette occasion, Melançon prépare un numéro spécial de la revue Liberté auquel participent Jacques Brault, Pierre Nepveu et Robert Melançon.
Elle y livre pour la première fois quelques-unes de ses traductions. Au Norrois, Charlotte a publié des essais au sujet d'Emily Dickinson. La prison magique, 4 essais sur Emily Dickinson, 2006, pour lequel elle a gagné le prix Victor Barbeau de l'Académie des lettres du Québec. La description du livre se lit ainsi: Emily Dickinson a vécu délibérément à l'écart de toute société, quittant rarement Homestead, la maison familiale d'Amherst. Elle ne voyait que quelques intimes, toujours vêtus d'une robe blanche, en secret, sans jamais publier, disséminant ses poèmes. Dans des lettres à ses ennemis, elle a écrit une œuvre dense, complexe, démesurée, révélée progressivement après sa mort. 1785 poèmes, des milliers de lettres, dont 1200 environ ont été retrouvés. La légende de la nonne d'Amherst est née de ces faits qui ont occulté sa poésie en tant qu'ils ont contribué à la diffuser en la chargeant d'une aura de mystère. À la toute fin de sa vie, Borges écrivait « Comme Coleridge, j'ai toujours su dès mon enfance que mon destin serait littéraire. Je ne savais pas alors que, comme le pensait Emily Dickinson, la publication n'est pas la partie essentielle du destin d'un écrivain. Bel hommage qui justifie ainsi la valeur ou la somme de l'œuvre est secondaire par rapport à l'urgence que l'auteur éprouve à écrire et au bonheur qu'il s'est tiré de l'écriture. Dickinson aurait sûrement approuvé. Toujours au Norrois, Charlotte a publié un recueil de poèmes, Secretum, en 2016. Her translations include work by Charles Taylor, The Malaise of Modernity, Guy Vanderhaeghe, Man Descending, Daddy Lennon and Other Stories, The Englishman's Boy, My Present Age, Alberto Manguel, A Visit to the Dream Bookseller, News from a Foreign Country Came, John Ralston Saul, Reflections of a Siamese Twin, and Lynn Cody, Saints of Big Harbor. On Dickinson's technique, Charlotte wrote in the preface to Escaramouche her selection of Dickinson's poems translated into French and presented in a bilingual format and published in France, sa façon de ponctuer et de capitaliser compense en réalité son absence physique du monde et son retrait total de la vie littéraire trouve là comme un dédommagement élocutoire, une indemnité de parole. Les poèmes de Dickinson tiennent de l'idiogramme. Écrits pour l'œil plus que pour la voix, ils exigent le silence, ce silence même qu'elle a gardé toute sa vie, celui qui s'oppose à la passivité muette, ce beau silence qui s'invente par nécessité de nouvelles façons d'écrire et de lire. In an article called Les Mésaventures du Merle, les américanismes chez Emily Dickinson, qui est paru dans Meta en 2000, Charlotte écrit « Souvent leurrés par les dictionnaires qui ne tiennent pas compte des réalités américaines, les traducteurs européens sont parfois amenés à dénaturer la réalité physique dans laquelle la poésie de Dickinson prend racine. Depuis nombre d'années, je ne cesse d'être frappé par l'incertitude de ces traducteurs face à la faune et à la flore nord-américaine. La traduction du fameux Indian pipe, or ghost plant, il s'agit du monotrope uniflora par Calumet, illustre exemplairement le problème. Just an aside, the back translation of Calumet is peace pipe. Autre exemple d'oiseau traduit indifféremment ou fautivement, bobolink, traduit par babillard, bruant, jet, loriot, merle ou perruche. Toute appellation erronée. On retrouve chez un même traducteur des traductions différentes pour ce même oiseau, comme s'il s'agissait d'un objet interchangeable qui ne posséderait pas d'identité propre.
Cependant, la traduction de bobolink, goglu, se trouve dans le Harrops. This bobolink appears in Dickinson's poem, Some Keep the Sabbath Going to Church. Some keep the Sabbath going to church. I keep it staying at home, with a bobolink for a chorister and an orchard for a dome. Some keep the Sabbath in surplice. I just wear my wings, and instead of tolling the bell for church, our little sexton sings. God preaches, a noted clergyman, and the sermon is never long. So instead of getting to heaven at last, I'm going all along. And Charlotte Melançon's translation. Certains vont à l'église le dimanche. Moi, je reste à la maison. Le goglu est mon chantre et le berger ma voûte. Certains portent un surplis le dimanche. Moi, je n'ai que mes ailes. Et au lieu de sonner la cloche, notre petit sacristain chante. Dieu prêche, c'est un fameux ministre, et le sermon n'est jamais long. Ainsi, au lieu d'aller au ciel, je suis tout confète, ma route. Bonjour à toutes et à tous, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui Madame Jane Brierley, une pionnière dans le domaine de la traduction littéraire au Canada. Madame Brierley a travaillé pendant plusieurs années à traduire avec force et énergie certains auteurs de renom de la littérature canadienne-française et québécoise. Elle s'est intéressée à des genres variés, la littérature, l'histoire, la philosophie, la littérature jeunesse et la science-fiction. En tant que présidente de l'Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada, elle a œuvré de façon remarquable à l'avancement de la traduction littéraire au pays, à une époque où l'association était encore toute jeune, où elle n'avait pas de bureau et où le bulletin des membres était publié, en version papier, à tous les 2 ans. Madame Brierley recevait alors les membres de l'association dans sa résidence de l'avenue Chesterfield à Westmount, où se sont déroulées plusieurs soirées agréables et chaleureuses. Elle a pris l'initiative de faire le lien avec des organismes clés comme l'UNEC et le Conseil des arts du Canada afin que l'association soit constituée en société et qu'elle intègre la Fédération internationale des traducteurs. Madame Brierley a été finaliste à plusieurs reprises au prix littéraire du gouverneur général du Canada dans le volet traduction littéraire. Elle a été récipiendaire de ce même prix à 2 reprises, en 1990 pour Yellow Wolf and Other Tales of the St. Lawrence, sa traduction d'un choix de texte de Philippe Aubert de Gaspé, et en 2003 pour Memoirs of a Less Traveled Road, A Historian's Life, une traduction de Mémoires d'un autre siècle de l'historien Marcel Trudel. Pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la traduction littéraire au Canada, pour sa ténacité et sa générosité, nous sommes ravis de nommer Madame Jane Brierley membre honoraire de l'ATTLC. As the current president of the Literary Translators Association of Canada, it brings me great pleasure to honor the contribution of my immediate predecessor and mentor, Beatrice Hausner, who stepped down in June 2020 as our association's longest-serving president to date. Beatrice has led our association with a rare finesse and grace, guiding us through challenging times, connecting us with a newer generation of translators, and, in the final months of her mandate, ensuring that we were equipped to handle the unique obstacles brought on by COVID-19. More than any of these things, however, what has made Beatrice stand out over the years is her courageous tackling of what is arguably the most complex and multi-layered of problems faced by Canadian practitioners of our craft. That is, how to translate international literature for publication in Canada. Here, her contribution has been wide-ranging, her advocacy nonpareil. It is as a tribute to her exemplary leadership and to her ongoing efforts in this direction that LTAC's board has decided to name a new translation grant after Beatrice. The Bourse de Traduction Beatrice Hausner, the Beatrice Hausner Translation Grants, will be awarded each year to 2 exceptional translations in progress, one into French, the other into English,
of works of international literature that are not eligible for support through Canadian grants. To be funded in its first year by an anonymous gift from Beatrice's friends and fellow LTAC members, the new annual grant competition will be overseen each year by an independent jury of our peers, which will welcome submissions from members of our association in all categories and in any stage of their careers, translating from any language of the world into English and French. 2 grants of $2,000 each will be awarded to the translators as a contribution to their overall translation fee, and the winning entries will be offered publication in Ellipse. It is hoped that the recognition and support made possible through such a grant will enable the completion of significant book-length translations, all the while encouraging Canadian publishers to sign on to projects that they would otherwise not be able to take on. More details pertaining to the grant, including an official press release, will follow in the new year. Thank you. Alors, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter quelqu'un que je suis avec beaucoup d'enthousiasme depuis plusieurs années. C'est un musicien, un auteur, compositeur, interprète que j'ai croisé à l'époque où on pouvait voyager, en fait beaucoup plus tôt que ça, en 2006 au Déferlante francophone. C'était dans le sud-ouest de la France. Pour la petite histoire, j'étais là en projet de recherche. Je rentre dans un chapiteau et je vois cet homme en train de chanter avec tant de passion Jacques Brel, mais pas tout à fait Jacques Brel. C'était Jacques Brel en traduction, tout à fait, qui se retrouvait en anglais. C'était Mathilde de Thomas Hellman. Et je suis très, très heureuse de vous présenter Thomas aujourd'hui pour un intermède musical à l'occasion du 36e Gala Glasgow. Bonjour Thomas. Bonjour. Je suis très, très, très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. C'est drôle que tu parles de Mathilde parce que je crois que c'était une de mes premières traductions, adaptations donc d'un texte qui n'était pas le mien. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit en anglais et en français. Donc mes chansons souvent mélangeaient les 2 langues. Mais là, c'était la première fois que j'essayais de traduire ou d'adapter quelqu'un d'autre. Et j'avais traduit Jacques Brel, donc en pensant à Mathilde, mais je pensais aussi à une de mes chansons préférées qui est Waltzing Matilda de Tom Waits. Donc je l'avais emmené donc dans un univers à mi-chemin entre la chanson et le folk. En tout cas, on en reparlera, mais ça a été une découverte pour moi de travailler sur cette chanson-là. Et quelle découverte pour moi et je crois pour le public qui était présent ce jour-là. Depuis, Mathilde, tu as eu l'occasion de faire un travail comme celui que tu as fait sur le texte de Jacques Brel, à la fois en musique et en interprétation, autour de textes littéraires, autour de chansons. Donc, pour moi, Thomas, ça a toujours été synonyme de grand travail de traduction et d'habitation des textes, notamment pour un public francophone. Et je me demandais si tu pourrais peut-être nous dire un petit peu, justement, quel rôle joue la traduction pour toi dans ton parcours musical? Je dois dire que je suis content d'en parler parce qu'on ne m'a jamais posé la question. On m'a souvent posé la question sur mon propre rapport à la langue. Parce que, bon, je suis français, je suis américain, je passe d'une langue à l'autre. J'explique souvent que je suis né entre les langues, que ma langue maternelle, finalement, c'est le franglais, parce qu'à la maison, on disait des choses comme « passe-moi le salt », tu vois. En tout cas, on passait vraiment d'une langue à l'autre. Je parle anglais avec mes grands frères, français avec mon petit frère, anglais avec ma mère, français avec avec mon père, bref. En fait, c'est le contraire. Anglais avec mon père et français avec ma mère, mais en tout cas. Mais donc, j'ai grandi entre les 2 langues et j'ai toujours travaillé entre les 2 langues. Mais quand on grandit entre les 2 langues, évidemment, la question de la traduction est en quelque sorte au cœur de notre vie. Et j'ai toujours senti que même dans ma façon d'interagir avec moi-même, il y a toujours une certaine forme de traduction. Je donne un exemple. Je tiens un journal depuis à peu près 25 ans maintenant. Presque tous les jours, j'écris dans un journal, parfois en français, parfois en anglais. Parfois, la personnalité française dialogue avec la personnalité anglaise, ou enfin la part en moi qui est francophone dialogue avec la part anglophone, anglaise. Et donc, le rapport entre les langues est toujours au cœur de ma vie personnelle et il est au cœur de mon travail. Et je crois que c'est surtout le cas avec mon plus récent projet, dont on aura l'occasion de parler, qui s'appelle Rêve américain.
Parce que Rêve américain, donc c'est à la fois des albums et un spectacle où je raconte l'histoire américaine de la ruée vers l'or à la grande crise des années 30. Mais je l'ai fait essentiellement à partir de vieilles chansons folk, des vieilles chansons de Woody Guthrie, de Jimmie Rogers, ou des chansons dont on ne connaît même pas les auteurs, des vieilles chansons folk que j'ai adaptées en français. Mais comme tu le sais, je l'ai fait à ma manière, c'est-à-dire que ce ne sont pas des traductions. J'ai pas essayé de faire une version française de la chanson en anglais. J'ai plutôt gardé une partie de la chanson anglaise pour ensuite soit raconter en français ou interpréter les personnages de la chanson de façon théâtrale, pour qu'en fait, j'ai toujours eu le souci de traduire non seulement le sens, mais aussi la musicalité de la langue d'origine. Et c'est quelque chose je dirais, qui est au cœur de ce projet. Ben, pour avoir vu ton premier spectacle de Rêve américain à Moncton quand tu étais de passage ici, je sais qu'il y a aussi un grand souci de mise en contexte de toutes ces chansons, puis qu'il y a eu tout un travail que tu as fait sur des textes littéraires un peu assez bien connus, comme du Hemingway, par exemple, pour vraiment comme encadrer et donner un plus grand, une grande épaisseur à ce que tu présentes sur scène. Je me demande si tu pouvais nous parler un tout petit peu justement du rôle de ces textes-là que tu es allé chercher et qui ont été traduits, mais qui ont été traduits pour un public de l'Hexagone plutôt qu'un public québécois. Oui, alors ça a été effectivement une grosse part du travail. Je peux te donner 2 exemples. Le premier, en fait, il y en a 3. Il y a Steinbeck que j'ai traduit. En fait, je suis resté quand même assez proche j'ai modifié un tout petit peu, mais vraiment très peu. Je suis resté très proche de la traduction de Steinbeck qu'il y avait chez Gallimard. Je me souviens plus qui est le traducteur, mais là, ça marchait. Cette langue-là, elle marchait parce que la musique que j'associais au passage était très lyrique, très européenne, entre guillemets. Donc, la traduction fonctionnait bien. Il y a un autre exemple, c'est Frank H. Meyer. Frank H. Meyer, c'est un chasseur de bisons qui raconte comment, dans les années 1880, par là, il y a eu une immense, en fait plus tôt, mais en tout cas, il y a eu une immense chasse de bisons. On parle de centaines de milliers, de millions de bisons qui ont été massacrés avec l'aide du gouvernement américain. Parce qu'en tuant le bison, il prenait le contrôle sur les Indiens des plaines. Donc, c'est un scandale. Ce Frank H. Meyer, c'est un vrai personnage, un pionnier. Il a une langue incroyable. En anglais, son écriture it's incredible. Sa manière d'écrire, elle est musicale, elle est très américaine. C'est vraiment une langue américaine avec cette espèce de rythmique américaine de l'Ouest, quelque chose qui fait penser un petit peu à Mark Twain. Là, je suis allé voir la traduction française et ça marchait pas du tout parce que c'était ouais, alors c'était il est devenu parisien, le Frank H. Meyer. Les gros mots qu'il utilisait étaient français de France. Toutes ces tournures de phrases étaient français de France, puis ça marchait juste pas. Et en fait, j'ai essayé de travailler à partir de ce texte-là et ça marchait pas pour l'univers que moi je voulais rendre. Il y avait rien de la musique du texte original. Donc, en fait, je l'ai réécrit complètement et j'ai même transformé la personnalité du Frank H. Meyer, qui pour moi en fait, toutes ces tournures de phrases devenaient beaucoup plus canadiennes-françaises, donc beaucoup plus ancrées dans la langue ou, louisianaise, peu importe, mais en tout cas, j'ai pris une langue beaucoup plus ancrée dans l'Amérique et je l'ai incarnée sur scène. Donc, je deviens Frank H. Meyer sur scène. Les gens peuvent aller voir, il y a un clip YouTube où on me voit incarner ce personnage. Et j'ai essayé de lui donner donc toute cette énergie du Pioneer Spirit. Mais ça a été un travail de réécriture complètement. J'ai pas pu travailler du tout à partir de la traduction qui avait été faite. C'est le cas aussi de Thoreau, Henri-David Thoreau, que j'ai mis en musique. Et là aussi, j'avais beaucoup de mal avec les traductions. Il y avait rien qui arrivait à me séduire ou qui marchait jusqu'à ce que je découvre une traduction très récente. Et là, malheureusement, je n'ai pas le livre. Ah oui, je l'ai avec moi. Donne-moi une seconde, je vais aller le chercher.
Donc, j'avais une vieille traduction de Thoreau qui ne marchait pas jusqu'à ce que je découvre cette traduction récente. Ah, Voilà. et c'est paru où, ça? C'est paru chez Le Mot et le Reste et ça, c'est paru en 2013. Donc, tu vois, ça, c'était une traduction récente. Ce qui prouve quand même comme quoi le besoin de retraduire est vraiment pertinent. Parce que les traductions de Thoreau que j'avais avant en français ne marchaient pas. Celle-ci marchait vraiment très bien. Donc, j'ai travaillé à partir de cette traduction-là. Mais tout ça pour dire que le souci de la traduction ou de la musicalité de la langue était vraiment au cœur de mon travail. C'était presque une obsession. Et le résultat, je peux dire qu'il a valu, je crois, tout le temps et l'effort que tu as dû y mettre. Et ça t'a donné quand même deux tomes, 2 albums, 2 tournées, qui, jusqu'à l'année dernière, en fait, ont fait rouler pas mal avant cette pandémie qui nous a un petit peu tous cloués sur place. Oui. Mais qui, toi, doit te garder plus près de la maison. À preuve, tu es chez toi aujourd'hui. Oui. Et pour notre plus grand bonheur, tu es aussi ici aujourd'hui. Donc, on s'est dit que pour l'occasion de ce gala et pour peut-être permettre aux gens qui ne te connaissent pas peut-être ou qui te connaissent et veulent passer un petit peu de temps avec toi, que tu nous présenterais quelque chose de Rêve américain, justement. Peux-tu nous dire un peu ce que tu vas nous présenter? Oui, alors j'ai choisi de faire une des chansons qui est au tout début de Rêve américain. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle Rêve américain de la ruée vers l'or à la grande crise. Et en gros, on traverse l'histoire de l'Amérique de cette époque qui a quelque chose de mythologique. Parce que c'est la naissance du rêve américain avec la ruée vers l'or, avec la conquête, etc. Le rêve, c'est une promesse. Et puis, il y a tout ce qui sous-entend ce rêve, tout ce qui sous-entend cette promesse avec la grande crise. Donc, il y a vraiment quelque chose de mythologique dans la mesure où il y a une espèce de plongée dans la noirceur qui émerge dans la lumière. Et le projet commence avec l'histoire de la ruée vers l'or. Et je raconte donc l'histoire de tous ces gens qui se ruent vers l'ouest en 1849. Et il y a l'histoire d'un chercheur d'or qui se détourne de l'or pour poursuivre un autre rêve. Et ça, c'est une chanson que j'ai trouvée en faisant des recherches qui est à peu près inconnue. On ne sait pas qui a écrit cette chanson. Et c'est un exemple de comment j'ai travaillé la langue. Parce que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de garder la chanson en anglais, donc de garder le texte en anglais, mais ensuite, j'interviens au milieu pour non pas la chanter en français, mais la raconter à ma manière. Donc, les deux langues interagissent et vous allez voir ce que ça donne. J'y vais. I've wandered all over this country, prospecting and digging for gold. I've tunneled, hydraulicked and cradled, and I near the frozen cold. And I near the frozen cold, and I near the frozen cold. I've tunneled, hydraulicked and cradled, and I near the frozen cold. For one got wealthy by mining, I saw many hundreds get poor. So I made up my mind to go digging for something a little more sure. For something a little more sure. For something a little more sure. I made up my mind to go digging for something a little more sure. Longtemps j'ai erré à la poursuite de l'or. Longtemps j'ai creusé le fond des rivières et des montagnes. J'ai vu certains hommes devenir riches
beaucoup d'hommes restés pauvres. Et maintenant, je ne suis plus esclave de l'ambition. Je ris du monde et de toutes ces belles illusions. J'ai trouvé le bonheur étalé à mes pieds, des palourdes par milliers. Surrounded by acres of clouds, surrounded by acres of clouds, I think of my happy condition. Surrounded by acres of clouds. Oh. Zoom. Merci. C'est tellement beau cette chanson. Merci beaucoup, Thomas. J'espère que ça passe quand même bien à travers l'ordinateur. Ça passe très, très, très bien. Ah, tant mieux. J'ai hâte que ce confinement tire à sa fin pour qu'on puisse te revoir circuler. Oui, moi aussi, en fait, on était, ça pourrait faire une bonne histoire un jour, mais on était en France quand tout a frappé. Vous savez, quand tout d'un coup, tout le monde a commencé à parler de confinement et tout ça, nous, on était en tournée et tous nos concerts ont été annulés, bien sûr, puis on était dans un hôtel en train de manger au restaurant le dernier soir où c'était encore permis. On est parti dans un des derniers avions aussi pour rentrer au Canada. C'était vraiment la folie furieuse, la fin de la tournée. Là. Mais je dois dire que j'aime quand même la tranquillité de pouvoir travailler sur des projets, d'écrire et tout ça. Ça fait du bien quand même. Notamment, cette tranquillité t'a permis de découvrir un nouveau projet, je crois, qu'on peut entreapercevoir sur les ondes de Radio-Canada. C'est une nouvelle habitation, une cohabitation avec les mythes grecs. Oui, alors ça, c'est... l'idée m'est venue cet été, alors que je suis allé faire une expédition de canot camping avec ma fille, puis 2 de ses cousines. Puis donc, on est parti comme ça 3-4 jours dans le parc de la Vérandrie. Et le soir, près du feu, je racontais aux enfants des mythes grecs. Puis ils aimaient tellement ça, l'histoire de l'origine du monde, l'histoire d'Athéna, de Ulysse, de toutes ces histoires avec des monstres, des déesses et tout ça. Je voyais que les enfants adoraient, ils capotaient, ils trouvaient ça tellement intéressant. Donc, j'ai proposé à Radio-Canada, à mon retour, de raconter des mythes grecs à l'émission Décimo un dimanche, tous les dimanches, en fait un dimanche sur 2, avec mon banjo. Donc, je raconte les mythes grecs. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est que je suis en train de lire énormément là-dessus. Donc, j'ai toutes sortes de sources pour chaque mythe. Mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment les raconter un peu comme ferait un Aède de l'époque. Mais j'ai pas de luth, j'ai un banjo. Mais vraiment raconter l'histoire et laisser aux gens la liberté de les interpréter à leur façon. Donc, c'est une adaptation. Mais pour moi, dans chaque processus d'adaptation, il y a une forme de traduction. Et donc, pour revenir encore à cette idée que pour moi, la traduction, que ce soit pas nécessairement seulement entre les langues, mais même la traduction parfois entre une certaine forme et une autre, elle est vraiment au cœur elle est au cœur de tout ce que je fais. Oui, puis en fait, que ce soit un transfert interlinguistique ou intralinguistique, ça reste un travail d'habitation qui passe par un créateur. Et certainement, en voyant le travail que toi, tu fais, cette part de traduction, pour moi, est manifeste et merveilleuse. Absolument. C'est une part de création. Moi, j'ai un respect énorme pour le métier de traduction, de traducteur, à cause de mon parcours, à cause de ma sensibilité à la langue. Et l'élément auquel je suis le plus sensible, c'est la musicalité, le son de la langue. Parce que c'est un élément, je crois, qu'on néglige souvent, mais les traducteurs rarement, parce que les traducteurs sont très sensibles à cette dimension de la langue. Et c'est quelque chose auquel ils seront sensibles, tout comme quelqu'un qui va devoir lire
à haute voix sur scène ou à la radio comme je le fais, parce qu'on se rend compte très vite que de la littérature, même si c'est dans un livre, la littérature a quand même toujours une dimension orale et musicale. Et c'est la dimension que l'on oublie souvent de mentionner quand on parle de traduction. Et pourtant, c'est une dimension qui est au cœur de cette activité, je pense. Et j'en suis peut-être plus sensible parce que moi, je travaille avec de la musique. Ben, en tout cas, nous, on en est convaincus. Puis je crois qu'il y a bon nombre de gens qui sont présents dans l'auditoire ce soir qui en sont convaincus également. En anglais, on dit « preaching to the choir ». I know that one. Avant de conclure, je pense que tu nous avais un peu promis un autre morceau. Oui. Je veux peut-être te laisser ça. Mais avant, je veux te remercier au nom de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada d'être venu passer un petit peu de temps avec nous ce soir. Je pense qu'on est nombreux à être très contents de ta présence. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que ça faisait quelques années, je crois, que tu m'avais invité. Je voulais toujours venir. Je suis vraiment content de pouvoir réfléchir à ces questions-là et en discuter avec toi parce que c'est la première fois. Puis en fait, c'est quelque chose qui me fascine j'ai l'impression depuis toujours, en quelque sorte. Je le refais quand tu veux. Hein? Avec plaisir. Alors, celle que je voulais faire, c'est... alors, les traducteurs vont être contents de ça. En fait, c'est... Bon, d'abord, déjà, la chanson, il y a une histoire. Donc, la chanson, on ne sait pas qui l'a écrite. Donc, comme tous les folk songs, elle est sortie du fin fond du temps. On ne sait pas qui l'a écrite. Parce que un vrai folk song, comme un mythe, n'a pas d'auteur. C'est-à-dire que chaque personne qui l'interprète et réécrit l'œuvre, un peu comme le font les traducteurs, d'ailleurs. La traduction permet, en quelque sorte, à l'œuvre d'évoluer, d'aller ailleurs. C'est ce que font les interprètes. Donc, c'est une vieille chanson qui a été coulée dans sa forme finale entre guillemets, par Robert Burns, le poète écossais. Donc, qui lui aimait puiser dans les folk songs. Et il en a fait une première version. C'était un hymne à l'amitié et au temps qui passe. Et la chanson a été jouée le soir du 31 décembre 1929 au Roosevelt Hotel à New York. Donc, quelques mois seulement après le crash de octobre, pour fêter ce que les gens pensaient que c'était la fin de la crise. Donc, pour fêter en fait la fin de la crise, alors que ce n'était que le début. Et c'était le début d'une longue tradition qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a rechanté cette chanson après, tous les soirs du Nouvel An. C'était un hymne à l'amitié et c'est devenu un hymne à la résilience. Et moi, j'ai fait une version qui est un mélange entre la version de Robert Burns, donc avec le texte original qui est un peu du vieux écossais, anglais écossais, ensuite mélangé avec une autre version qui est celle de Jacques Séverin, et en français donc, et après avec mes propres mots. Donc il y a comme 3 auteurs et 2 langues ou 2 ou 3 langues qui se côtoient dans cette version. J'y vais. Devons-nous oublier nos vieilles amitiés? Devons-nous oublier les moments passés? Nous boirons un verre de bonté pour le temps d'il y a longtemps. Pour le temps d'il y a longtemps. Et tu boiras ta pinte et je boirai la mienne. Nous avons grimpé les montagnes, nous avons traversé les plaines. Mais nos pas nous ont menés loin, si loin, très loin, du temps d'il y a longtemps. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and old lang syne? For lang syne it show, for lang syne. Well,
We'll sip a cup of kindness yet for Nous avons ramé dans les rivières du matin jusqu'à la nuit. Et depuis des océans, entre nous, on surgit. Alors ami à la tienne et bois un verre à la mienne. Et au temps d'il y a longtemps. Faut-il quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Wo lang sein mit Joe, wo lang sein. We'll sip a cup of kindness yet, wo lang sein. Every year since 1982, the Literary Translators Association of Canada has awarded the John Glasgow Prize to recognize the excellence and talent of an emerging literary translator. Le prix est remis à celui ou celle dont la première traduction littéraire sous forme de livre se démarque par ses qualités et sa rigueur. Le lauréat reçoit 1 000 $ et tous les finalistes reçoivent l'adhésion gratuite à l'Association des traductrices et traducteurs du Canada, ATTLC, pour 1 an. Le prix est normalement décerné à la fin septembre, lors de la fête de Saint-Jérôme, patron des traducteurs. Mais cette année, en raison des contraintes imposées par la pandémie, nous avons reporté l'échéance de quelques mois. Une trentaine de traducteurs, toujours actifs pour la plupart, ont mérité ce prix depuis sa création en 1982. The 2020 John Glasgow Prize jury consisted of distinguished translators and LTAC members Catherine Egault, Benoît Léger, and Mark Stout, and it was my pleasure to preside over the jury for a second consecutive year. Nous avons reçu 8 soumissions d'autant d'éditeurs canadiens, dont des romans, des pièces de théâtre et des recueils de poésie, tous jugés admissibles en vertu des critères du concours. Les langues représentées sont l'anglais et le français. The committee members met by video conference in the month of November to select the finalists for the 36th John Glasgow Translation Prize, and they were announced just a few weeks ago. They are Les Étés de l'Ours, translated by Louis Hamelin, from The Curve of Time by Muriel Wiley Blanchett, published by Les Éditions du Boréal. Par ici la sortie, traduit par Gabriel Kunst du livre This Way Out de Carmen Starnino, publié par les éditions Hashtag. Never Forget, translated by Arthur Holden from the book Je me souviens by Martin Michaud, published by Dundurn Press. Judging from the quality of the submissions received this year, I think it is fair to say that literary translation in Canada remains a vibrant and flourishing practice. And if that is the case, it is thanks not only to the work of these translators, who certainly all have promising careers ahead of them, but also to the work of their publishers, who often find themselves laboring under difficult economic constraints to bring these works to the public. L'ATTLC tient à encourager les traducteurs et traductrices littéraires qui en sont à leur première traduction littéraire sous forme de livre,
à poser leur candidature lors du 37e prix de la traduction John Glasgow, dont les règles seront annoncées au printemps de l'année 2021. Avec Les Étés de l'ours de Muriel Wiley-Blanchet, Louis Hamelin signe une première traduction littéraire ambitieuse par son ampleur, par son style et par son contenu. Écrit il y a presque un siècle, le récit de cette femme qui parcourt au fil des étés la côte britanno-colombienne en bateau avec ses 5 enfants exigeait à la fois beaucoup de fantaisie, de légèreté et beaucoup de rigueur. Louis Hamelin a su naviguer entre le merveilleux des contes inventés par la protagoniste pour distraire ses enfants, les descriptions plus scientifiques de la faune marine et terrestre, des paysages, des coutumes, les exigences techniques de la manœuvre d'un bateau peuplé d'enfants dans des eaux périlleuses bordées de terre sauvage, les 1000 visages du cocasse de la vie en mer avec une progéniture remuante, et l'improbable, parfois lyrique, de leur rencontre avec humains et animaux. Le jury a particulièrement souligné la précision de cette traduction ainsi que la qualité des recherches mises en œuvre pour rendre compte de la connaissance intime du territoire qui est celle des personnages et pour donner vie aux paysages dans lesquels ils voyagent, s'étonnent, se chamaillent et s'émerveillent. Bon, ben, je vais vous lire un extrait du livre de Muriel Blanchet. Les Étés de l'ours, et un extrait qui survient près du début du livre et qui nous met dans l'ambiance, si je peux dire, et qui montre une des choses qui m'ont fasciné avec ce livre-là, c'est cette mère qui est à la fois une grande aventurière et qui reste une mère, c'est-à-dire protectrice envers ses enfants et angoissée par la question de leur sécurité, tout ça, et toutes ces impulsions contradictoires, et on sent ça dès le début. Alors, je vous lis le passage en question. Pour une raison que j'ai oubliée, probablement l'espoir d'un souper de truite, nous avons décidé de jeter l'ancre à midi, à mi-chemin du fjord dans Vancouver Bay. L'endroit offre un abri provisoire, un mouillage bon pour une couple d'heures par temps parfaitement calme. C'est une baie profonde encaissée entre de très hautes montagnes où aboutissent une vallée et 3 ruisseaux à truites. On peut jeter l'ancre sur une étroite grève boueuse, mais sous la poupe, c'est un abîme sans fond. Après le repas, j'ai laissé les enfants jouer sur la grève et, munis de fil à pêche, je me suis frayé un chemin sur près d'1 kilomètre. Le sous-bois broussailleux était dense et se montrait cruel pour mes jambes nues, et j'ai dû effectuer de larges détours pour éviter les pousses de bois piquants avant de quitter le semblant de sentier pour me forcer un passage jusqu'au cours d'eau. C'était le parfait ruisseau à truites, filant rapidement sur un fond rocailleux, avec des fosses profondes près des berges en surplomb et une ombre fraîche sous les troncs des arbres tombés. La lumière du soleil filtrait à travers les zones et papillotait à la surface du torrent. Quelque part dans les profondeurs de la forêt, les grives timides lançaient leurs soudaines notes liquides et solitaires. Plus tard, lorsque le soleil a décliné, la note solitaire s'est muée en un triolet ascendant. À part les grives, on n'entendait pas un son, tout était calme et immobile. Je n'avais pas de canne à pêche, on ne peut pas lancer dans ce type de couvert forestier. Au lieu d'appâter avec un verre, j'ai utilisé une érelle. Une érelle pas encore mûre est à peu près de la grosseur et de la couleur d'un œuf de saumon, et les truites adorent les œufs de saumon. Presque aussitôt, j'en ai ramené une de bonne taille qui est allée atterrir sur les rochers moussus, puis une autre et encore une autre. J'ai enfilé un bout de bois à travers leurs branchies et me suis dirigé vers une autre fosse. Mais soudain, une espèce de panique m'a saisi, m'intimant de retourner vers mes enfants au plus vite. D'où j'étais, je n'aurais sans doute pas pu les entendre s'ils m'avaient appelé. Désespéré, j'ai tendu l'oreille. Ça n'avait aucun sens, cette urgence aveugle que je ressentais soudain.
J'ai foncé à travers les buissons d'érel des marais, de palommiers et de bois piquants. « J'arrive, j'arrive !» je criais. De quoi allais-je les sauver? Je l'ignorais, mais quelle énergie de désespoir me poussait. J'ai fini par déboucher sur la plage à quatre pattes, les jambes sillonnées de ruisseaux de sang, le visage égratigné, les mains déchirées, du sang partout. 5 faces éberluées me considéraient avec horreur. Les 2 plus jeunes ont éclaté en sanglots à la vue de ces restes de ce qui avait autrefois été leur maman. Est-ce que tout va bien? Ai-je hoqueté en un soudain bouillonnement de colère à laquelle se mêlait le soulagement de les retrouver sains et saufs? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Benoît Léger. J'ai eu le grand plaisir d'être juré cette année pour le prix John Glasgow, décerné pour une première traduction littéraire. Et parmi nos finalistes, nous avons retenu le recueil Par ici la sortie, traduit par Gabriel Kunst, de l'anglais bien sûr, This Way Out. Le jury a été impressionné par la difficulté de traduire cette poésie extrêmement dense, extrêmement riche. Gabriel Kunst arrive ici à des moments magiques dans une poésie qui décrit Montréal de manière onirique, truculente, multiculturelle, avec toutes les couleurs du Montréal contemporain. Me semble-t-il que c'est une des grandes forces de ce recueil et de sa traduction. Kunst n'a pas hésité donc à s'approprier le texte, à faire œuvre poétique. Notre boucher. Je pourrais faire un effort, être l'homme qu'il faut pour ce travail solo, pendre par les pattes un lapin épluché de son manteau à poils noirs qui parlerait encore par spasme. Je pourrais aussi saisir la façon particulière qu'il a de faire tourner un couperet, de le faire tomber sur un coup comme un sauvage. Plus encore, j'apprendrais à faire glisser le bec de ma lame dans le parfum d'un flanc, ou à feuilleter le feuillage cardiaque d'une cage thoracique, mon tablier blanc, une toile maculée de sang. J'aimerais mariner une langue de bœuf et des pieds de cochon, mettre en conserve des tripes de mouton et de la cervelle de veau, les bocaux cataloguant les carcasses comme des valises défaites, striées et luxueuses, brodées de gras et enrubannées de nerfs. La viande n'est pas un simulacre, la viande est baroque. Cela dit, j'aimerais retourner les pages d'un jarret et lire toute la journée. Des contes de flexion et coups de pied, de cris et de criaillements dans des enclos, chèvres qui mordillent la pelouse, poules démodées, porcs qui ont reniflé la boue et se sont baignés dans ses odeurs, jusqu'à ce qu'on tire la plogue et que les engrenages de leurs petits organes s'immobilisent, organes que j'aimerais déterrer et emballer, ressuscités dans le rose d'une nouvelle peau de papier. Film noir. Nous étions des agents départageant les renseignements du bavardage lorsque la statique a abandonné le battement de cœur. À l'écran, le film devient un flou interstellaire ou une phosphorescence, pétillante, secouée, parfaitement dirigée. Nous avons regardé des cellules dormantes se poursuivre dans un jeu de cache-cache au rythme onirique, poussière redevenue poussière, jusqu'à ce qu'une marée rorschachesque se confesse, jusqu'à ce qu'une forme, contre-interrogée, balance tout. Devant nous, un suspect qui change son histoire. Repassons le tout encore une fois, avons-nous dit dans un soupir. Main et poignet, a-t-il confessé. L'adrénaline dans le tapis, nous avons exigé le reste. Les papillons que j'ai vus en rêve quand j'étais enfant sont arrivés. Regarde-toi, poussé ici par le vent, de Dieu sait où. Côte à côte, la soie qui embrasse la soie, contre les astères, en une étamine d'ailes ouvertes et de tiges, par douzaines, apparemment auto-photocopiées, une fête jaune abricot sur verre, tu t'accroches de travers pendant que tu te nourris. Tu montes ensuite sur des piliers en hauteur, une nature morte. Il te reste une semaine tout au plus, et bientôt l'almanach rattrapera même cette belle fleur et la tordra jusqu'à ce qu'elle se ferme comme un broussin. Il y a autre chose à considérer dans la réalité rouge-grange et vert-foin de cet endroit. Un moineau, le ventre grand ouvert près des saules, en plein soleil. Mais non, j'aimerais mieux te regarder toi. Assez lourd pour marquer une fleur, tu es de grandes tasses de couleurs posées sur de si petites soucoupes, des pièces de monnaie qui gardent les yeux d'un enfant clos.
Hello, friends, colleagues, anyone who has taken the time and trouble to join us for this virtual gala. Thank you for being here. I want to take a moment to thank all the candidates who submitted translation for this year's competition, for taking part in the honorable undertaking of broadening the reach of the books translated by making them available to readers in the language of the translation. Congratulations to the 3 finalists, and in particular to Arthur Holden, whose translation of Martin Michaud's Je me souviens, Never Forget, is one of these. Mr. Holden has produced a translation that is quite readable, doing a good job of reproducing the tone of the original French novel in English through intrigues, twists and turns, spoken and inner dialogue of a variety of characters, and maintaining a consistent style over the 550 pages of this crime thriller. I wish Mr. Holden well in his future adventures in literary translation. I'm Arthur Holden. I'm going to read an excerpt from Never Forget, my translation of Je me souviens by Martin Michaud. In this excerpt, a lawyer named Nathan Lawson discovers that he's been taken prisoner. The circumstances of his imprisonment are disagreeable. Nathan Lawson tried to make out the indistinct form manipulating the air bubble, but his vision was blurred by a viscous substance as though he had ointment in his eyes. Before lapsing back into the netherworld as he hovered at the brink of unconsciousness, he thought he must have had too much to drink. A rapid succession of images unspooled through his cortex. After parking the car in the garage, he had gone into the house. Knowing the place well, he had settled in without turning on any lights. When the sun went down, he had lit a candle, placing it so that its glow wasn't visible from outside. Later in the evening, he'd allowed himself a whiskey, and then another. Staggering to the bedroom, he had tried to calm his fears, reminding himself that no one would look for him here. A name had risen up, floating in his memory as he slipped under the covers. Why had he suddenly thought of him? He had received assurances a lifetime ago that André Lortie was in no condition to cause problems. Nothing suggested that the situation had changed. Lawson had woken up in the middle of the night, hungover, urgently needing to urinate. Groping through the blackness, he'd stepped into the hall. As he looked up, he was shocked to see the outline of a person in the bathroom doorway. He had tried in vain to reach Peter's hunting rifle. Nathan Lawson half opened his eyes. A powerful beam of light blinded him. He felt as though he'd been asleep for months. A metallic taste filled his dry mouth. Turning his head, Lawson noticed that the indistinct form had disappeared. Only the air bubble remained. His gaze focused on the bubble, which, he finally realized, was in fact a vinyl bag containing translucent liquid. Widening his eyes, Lawson saw his own milk-white body strapped to the bed, tubes connecting the solution to his veins. How long had he been kept like this, on a drip? Fear flowed into him, releasing a current of adrenaline. He was trapped. He began to scream. Thank you very much. L'ATTLC et les membres de son comité d'évaluation sont fiers d'annoncer le lauréat du 36e prix de la traduction John Glasgow, Les Étés de l'ours, traduit par Louis Hamelin et publié par les éditions du Boréal. We congratulate Mr. Hamelin on his accomplished translation of a work that offered numerous challenges and difficulties. To quote one of the jury members, I experienced the same pleasure reading this book in translation as I did in the original. D'abord, je voudrais commencer par le plus important. Je voudrais remercier l'Association des traducteurs et traductrices de littérature du Canada et le comité de sélection du prix John Glasgow
pour m'avoir octroyé cette récompense qui me touche beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle surprise de cet automne. Je voudrais remercier aussi mon éditeur, les éditions du Boréal, qui, en me donnant carte blanche pour ce projet de traduction, m'ont permis de rencontrer cette femme remarquable qui était Muriel Willy-Blanchet. Alors, donc, on m'a donné carte blanche et je suis arrivé avec ce livre qui d'ailleurs inaugure aussi une collection aux éditions du Boréal, une collection sur les écrits de la nature. Alors, au départ, je vous avoue que pour moi, ce projet de traduction, c'était un contrat alimentaire, disons. Je cherchais un revenu. Je savais aussi que la traduction, ça avait été important dans le parcours de certains écrivains. Une de mes idoles littéraires d'une certaine époque, Michel Tournier, par exemple, reconnaissait qu'il était arrivé au roman par la traduction. Donc, je savais que c'était aussi un travail littéraire. En mi-attelant, j'ai découvert que c'était que quand on traduisait un texte littéraire, on était de plein pied dans la littérature. Il y a quand même une différence avec... quand on manie la langue maternelle, on peut se permettre de le faire de façon instinctive, spontanée. Quand on traduit, on est obligé de réfléchir la langue et je dirais même d'essayer de pénétrer dans sa personnalité, dans l'esprit de la langue. Et c'est donc un exercice, intéressant et formateur pour un écrivain. C'était une expérience très enrichissante, même pour un écrivain d'expérience comme moi, je dois dire. Ce projet-là de traduction m'a permis, comme je le disais tantôt, de découvrir cette Madame Blanchet qui est née à Montréal au début du 20e siècle et que je ne connaissais pas du tout. Dans les raisons qui m'ont attiré vers son livre, il y a d'abord ce paysage fabuleux que j'ai moi-même parcouru à l'époque, dans les années 1980, la côte nord-ouest du continent, la côte de la Colombie-Britannique, spectaculaire, sauvage, avec cet océan sauvage et ces montagnes vertigineuses. C'est un décor qui m'a toujours envoûté et je l'ai retrouvé décrit de façon souvent somptueuse par cette écrivaine. Une autre raison plus personnelle qui m'a attiré vers qui me rendait à l'aise dans son livre, c'est que j'ai moi-même grandi dans une famille de 5 enfants au bord d'un autre océan, c'est-à-dire l'Atlantique, dans la baie des Chaleurs. Et donc, cette remarquable épopée d'une mère courageuse et de ses 5 enfants, ça me touchait beaucoup au départ et je me suis beaucoup attaché à cette petite tribu, finalement, qu'on voit évoluer au long du livre. À un moment où on parle beaucoup du déclin de la langue française au Québec, je m'en voudrais de ne pas ajouter que la traduction, pour moi, c'est une façon aussi d'enrichir le patrimoine littéraire du français du Québec, finalement. Et je pense qu'on ne traduira jamais assez de livres en français au Québec. C'est une façon d'essayer de passer par-dessus le fossé qui séparait les fameuses 2 solitudes dont on parlait à une certaine époque. C'est une façon de réduire cet écart-là. Et quand je repense à l'exemple de ce livre qui s'intitulait The Curve of Time dans son titre original et qui est devenu Les Étés de l'ours, je trouve ça fascinant je trouve ça fascinant de voir que cet ouvrage-là était passé inaperçu, cet ouvrage-là qui est paru dans les années 1960, au début des années 60,
était resté complètement inconnu des lecteurs québécois. Alors, je me demande combien d'autres trésors du genre, finalement, dorment en ce moment dans les littératures des autres langues, et en particulier dans la littérature du Canada en anglais. Alors, je pense qu'il y a là des ressources, il y a là du travail pour les traducteurs de maintenant et du futur. Il y a une veine à peu près qui m'apparaît inépuisable là-dedans. Il y a des grands classiques de la littérature canadienne qui n'ont pas été traduits en français encore. J'en ai quelques-uns à l'esprit. Alors, il y a du travail qui nous attend, et je suis, encore une fois, je redis à quel point je suis touché par cette reconnaissance d'une association professionnelle de traducteurs. Je dois dire que les dernières 2 ans et demi environ, où j'ai vécu en compagnie de Muriel Blanchet et de ses 5 enfants, ça a été des moments privilégiés dans ma vie. Alors, merci encore une fois.